bonjour à tous. Merci encore de votre fidélité à School TV. C'est parti donc pour un nouveau MAG. On est ensemble pendant 30 minutes de questions et de réponses avec une thématique sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, un sujet ô combien délicat, mais aussi ô combien concernant. Voici sans plus tarder le sommaire avec le fléau du harcèlement scolaire. Un enfant sur 10 en serait victime, 1 sur 4 à l'échelle du collège. Et la tendance est bien partie pour se renforcer, sinon on ne fait rien. État des lieux dans un instant avec Mathilde Wessels. L'État est-il impuissant? Quel rôle doit jouer l'école? Une chose est sûre, le harcèlement est une réalité et il semble bien difficile à contrer avec la toute-puissance des réseaux sociaux. Quelles sont les avancées en matière de prévention? Bref, en fait-on assez? Et puis, quelle aide à votre disposition? On en parle là aussi dans un instant. Et puis, faut-il créer un délit de harcèlement scolaire? Cela divise députés et sénateurs, vous le verrez, mais aussi au sein du milieu associatif, et ça c'est plus surprenant. Y a-t-il un risque de judiciarisation accrue des enseignants? On abordera tous ces thèmes avec mes invités que je vous présente sans plus tarder. Yasmine Buono, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé? Très bien. À l'italienne? Je me suis entraîné, consultant pédagogique chez NetRespect. NetRespect, c'est quoi? NetRespect est une association qui s'occupe des cyberviolences. Fait de la prévention. Anna Levin-Siderman, j'ai bien prononcé aussi? Pareil. Je suis parfait aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez écrit et mis en scène une pièce qui s'appelle Sur les bancs, et ce sera au Théâtre Bobino, c'est à Paris pour ceux qui ne le savent pas, et ce sera le 28 mars prochain. Et puis on est en Skype avec Céleste Bouillon. Bonjour Céleste, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été victime très récemment de harcèlement scolaire et vous témoignerez justement dans ce nouveau numéro de School TV Le MAG. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde. Salut. Bon, on va pas rigoler aujourd'hui malheureusement. Quand on parle de harcèlement scolaire, on parle de quoi? Alors, si vous vous rendez sur le site du gouvernement, c'est très clair. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être physique, psychologique ou les deux, parfois en même temps. Et ça se passe dans le cadre de l'école, en classe, dans la cour et évidemment sur les réseaux sociaux. Maintenant, on en parlera évidemment tout à l'heure. Il s'agit d'actes venant d'élèves, ça peut être un élève ou plusieurs d'ailleurs, envers donc une victime qui se trouve dans l'incapacité de riposter. Le harcèlement scolaire, ça se caractérise comment? Alors, il y en a trois, principalement la violence, lorsqu'il y a un rapport de force et de domination entre élèves et victimes, l'effet de répétitivité, agression, donc qui se répète sur une longue période, et puis enfin l'isolement de la victime, sans oublier le numérique qui joue un rôle très important dans le harcèlement depuis quelques années. Ça se traduit par des intimidations, des insultes, la propagation également de rumeurs. Il y a aussi le piratage de comptes, la création de sujets ou de discussions contre un camarade de classe sur WhatsApp notamment, publication de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle aussi le sexting. Ce sont des vidéos filmées par des jeunes qui représentent d'autres jeunes et qui sont donc utilisées dans le cadre de la pornographie infantile. Sur quoi se base justement ce harcèlement scolaire, Mathilde, et est-ce qu'il y a des critères? Ah oui, alors en général, ce que l'on retrouve en première position, c'est le physique de la victime, ensuite le sexe de la victime ou l'identité de genre, le handicap, le trouble également de la communication et l'appartenance aussi à un groupe social ou culturel, ou en dernière position les centres d'intérêt aussi. Combien d'élèves concernés en France? Alors, combien d'élèves, d'après un rapport parlementaire publié le 13 octobre 2020 et qui avait pour titre « Comprendre et combattre le harcèlement scolaire », 700 000 enfants sont concernés, soit 5 à 6% des jeunes qui représentent donc 10% des élèves harcelés en France. C'est énorme, 10%. Concernant le cyberharcèlement également, les chiffres font froid dans le dos. 25% des collégiens et 14% des lycéens sont la cible de cyberharcèlement. On note aussi que plus de filles sont touchées que les garçons dans les écoles. Au niveau justice, que dit la loi et surtout que risquent les harceleurs? Alors les peines changent en fonction de l'âge du harceleur. S'il a plus de 13 ans, eh bien, il risque une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 € et des peines de prison de 6 à 18 mois. Les auteurs majeurs, quant à eux, en cours 1 à 3 ans de prison et des amendes allant jusqu'à 45 000 € d'amende. Merci beaucoup Mathilde. Je vous rappelle ces deux numéros très importants. Tout d'abord le 30-20, numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes. Et puis le 30-18, justement pour le cyberharcèlement. On creuse tout ça avec l'expression orale. Bonjour Céleste. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, première question. Alors c'est vrai qu'on a entendu ces chiffres inquiétants, effarants dans la voix de Mathilde Wessels. Première question, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux aujourd'hui, j'imagine, après une séquence qui a été très très compliquée. Justement, comment s'est manifesté ce harcèlement scolaire et tout simplement comment ça a débuté? Et du coup, moi, c'était beaucoup sur mes origines,
sur mon physique, sur mon quotidien familial, parce que je n'avais pas de père. Et du coup, par mon style vestimentaire aussi, beaucoup, parce que je m'habillais très souvent en noir. Et du coup, on me traitait de gothique et tout ça, quoi. C'était, pour qu'on comprenne bien, hein, Céleste, c'était des moqueries à la fois en classe, mais aussi il y avait le relais des réseaux sociaux? Non, moi, j'ai jamais été touchée par les réseaux sociaux. Moi, c'était que en physique. Et alors justement, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête quand on subit pendant de nombreuses semaines effectivement toutes ces moqueries, toutes ces railleries? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on perd sa confiance? Est-ce qu'on déprime? Comment on se sent? Au début, ça nous fait très mal, mais on n'a pas vraiment de personne vers qui se tourner. Parce que moi, ça m'est arrivé très jeune, du coup, je ne comprenais pas, je me posais beaucoup de questions. Et en fait, on en vient tout simplement à tellement se poser de questions qu'on se pose des questions sur notre existence même. Et ça atteint beaucoup notre estime de soi, notre confiance au quotidien, que ce soit scolairement ou avec notre famille. C'est une vraie chute libre, en fait, petit à petit. Est-ce qu'on a du mal à mettre des mots sur cette douleur et surtout à qui on en parle? Vous avez dit que c'était pas facile d'en parler. Moi, pendant très longtemps, je n'en ai pas parlé à ma mère. Jusqu'à il y a quelques années, elle ne le savait pas. Et en fait, c'était il y a très peu de temps que j'ai réussi à mettre le mot harcèlement scolaire. Parce qu'au début, on n'en parlait pas à ces époques-là. Et que c'était tabou encore. Et c'est pas facile. On n'est clairement pas armé quand on est si jeune et même quand on est adulte parfois pour faire face justement à la puissance du harcèlement. Justement, qu'est-ce que vous diriez justement à tous ces gens qui sont victimes comme vous? Parce que là, vous avez quoi? Je crois que vous avez 17 ans, qui sont victimes très jeunes de harcèlement à l'école. J'ai pas grand-chose à leur dire en vrai parce que c'est tellement compliqué que, à part qu'il faut en parler, il faut en parler. C'est la seule chose à faire. Céleste. Et même si... Pardon? Je vous écoute, pardon. Et même si, parce que moi j'ai eu des personnes qui au début j'en ai parlé mais ne le prenaient pas très au sérieux. Et du coup, c'est pour ça aussi que petit à petit, je me suis tue et je me suis un peu muselée moi-même, entre guillemets. Je pense qu'il faut continuer à en parler et que c'est une erreur que j'ai faite de ne pas continuer à en parler. Céleste, en quoi ça a changé vos rapports avec les autres? Eh ben, je m'enfermais toute seule. Ça coupe un lien social qui est très dur à reconstruire. L'image qu'on renvoie aux autres est très importante pour nous forcément et du coup c'est un enfer au quotidien en fait. On se pose trop de questions et du coup on remet tout en cause. Yasmine Bono, j'imagine que vous voyez ça au quotidien, vous qui vous travaillez au sein effectivement de Net Respect. Alors, elle n'a pas été victime de cyberharcèlement, Céleste, mais on sent que ça a quand même été tout aussi puissant. Que vous disent justement les élèves que vous avez au quotidien et qui sont cyberharcelés? Alors, Céleste, elle parle du harcèlement il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut savoir que les enfants sont connectés de plus en plus tôt. Donc, je parle d'école primaire, donc classe de CP notamment, et de plus en plus longtemps. Donc, aujourd'hui, séparer le harcèlement scolaire du cyberharcèlement, c'est mettre du flou déjà dans le problème qui est compliqué. Et en réalité, aujourd'hui, sur le terrain, quand un élève est harcelé, il est automatiquement cyberharcelé ou cyberharcelé et ensuite harcelé scolairement. Donc, effectivement, mais je rejoins Céleste, c'est ce que tous les élèves disent, c'est compliqué. Anna Levin-Sederman, vous avez monté une pièce, ce sera visible très bientôt, hein, donc sur les planches, mais ça s'appelle Sur les bancs, c'est au Théâtre Bobino, ce sera le 28 mars prochain à Paris. Vous avez énormément enquêté, vous avez recueilli énormément de témoignages justement pour monter cette pièce. Oui, pas seulement auprès d'enfants victimes, beaucoup de documentaires, j'ai vu beaucoup de documentaires, mais aussi autour de tous ces adultes qui gravitent autour du sujet du harcèlement scolaire, c'est-à-dire à la fois des psychologues. Voilà, moi, mon spectacle, il est sous le prisme juridique, on en reparlera, mais des avocats, des juges. En fait, il y a tout un monde d'adultes
autour. Et c'est important aussi de se documenter, de se renseigner autour de ce monde adulte qui doit protéger ces enfants-là. Céleste, le harcèlement scolaire a toujours existé. La nouveauté et le gros problème, c'est que maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, même quand on rentre chez soi, ça continue. Alors je sais que vous n'en avez pas été directement victime, en tout cas de ce cas très présent, mais vous en avez parlé avec d'autres personnes ? Très rarement. J'ai surtout vu à la télé ce qui se passait aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est tout aussi grave et c'est tout aussi dévastateur pour une personne. Que vous a apporté l'Eden School et dites-nous-en un petit peu plus sur ce qu'est l'Eden School. Eden School, c'est une école d'informatique en développement web pour les élèves en sortie de 3e ou de seconde. Et c'est une école qui forme les développeurs web. C'est une école qui forme les développeurs web, mais justement, de quelle manière, justement, est-ce qu'il y a des profils comme le vôtre qui sont dans cette école, justement ? Bien sûr. Il y a eu des dyslexiques, il y a eu aussi des harcelés, il y en a qui ont... Enfin, c'est une école vraiment qui accompagne beaucoup d'élèves sur leurs problèmes aussi personnels. Donc oui, on est quand même assez dans mon cas. Question de Mathilde de Vessès. Et dans d'autres. Ouais, Céleste, bonjour. Je voulais juste savoir si ça avait eu un impact, ce harcèlement, sur votre scolarité. Oui, beaucoup. Jusqu'à la 3e, je frôlais très limite la moyenne. Et c'était assez dévastateur au quotidien, dans mes relations aussi, du coup, à la maison. Et moi, du coup, ça favorisait mon rabaissement en fait au quotidien. Et en seconde, j'ai eu une vraie chute libre où au bout d'un moment, en plus, ça s'est chevauché avec le confinement où du coup, je participais même pas aux visios. Et d'ailleurs, du coup, heureusement ou pas, c'est à ce moment-là que j'ai connu Eden School. Céleste, est-ce que vous en avez parlé justement à l'école ? Est-ce que vous en avez parlé au directeur ou à la directrice ? Et surtout, quand on n'en parle pas, est-ce que c'est parce qu'on a peur des représailles ? Alors non, moi au début, j'en ai pas parlé. C'est en discutant avec la directrice que j'ai commencé à en parler petit à petit. Et est-ce que ça a de représailles ? Est-ce que vous avez eu peur des représailles ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez eu peur qu'on s'en prenne encore plus à vous et que ça empire la situation ? Alors moi, j'ai pas eu peur que ça empire mes relations ou quoi que ce soit. J'ai eu peur en fait encore de l'image que je renvoyais aux autres. Encore. J'aimerais savoir ce que l'on arrive à décrypter, comprendre justement les mécanismes de ce phénomène de meute. Et j'aimerais savoir s'il est pire sur les réseaux sociaux. Oui, alors il est pire sur les réseaux sociaux, il touche beaucoup plus d'enfants, donc là on a eu le chiffre de 700 000 enfants. Aujourd'hui, moi sur le terrain, c'est pratiquement toutes les classes. Il y a au minimum un élève par classe, mais là où je voudrais revenir, c'est qu'il y a la question de la réputation, qui est déjà en amont du harcèlement. Et c'est au cours de cette réputation que c'est là où on peut vraiment, on a encore un angle de tir où on peut agir pour éviter qu'on bascule dans le harcèlement. Et c'est ce qui est venu apporter le numérique. La question de la réputation, c'est-à-dire quelle image vous allez donner, ou on va donner de vous sur les réseaux sociaux. Et ça prend une ampleur rapide. Je veux dire, l'agression de cyberharcèlement est une agression soudaine, brutale et sans répit. Est-ce qu'il y a des signaux faibles ? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? Et si on ne fait rien en termes de prévention, est-ce qu'une fois que la machine s'est mise en marche, est-ce que c'est trop tard ? Alors, ce n'est jamais trop tard, heureusement. Mais les signaux faibles sont compliqués. Aujourd'hui, avec les élèves, ils vous disent tous avoir subi du harcèlement. Quand vous arrivez, ils vous expliquent qu'ils ont tous subi du harcèlement. Et il faut rappeler ce que c'est que le harcèlement, ce que vous avez fait. Donc là, sur le phénomène de la durée. Mais en réalité, les insultes sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne sont constants. Donc, ils ont aussi ces relations constantes. Et est-ce que c'est un signal faible ? En tout cas, le signal faible, c'est quand l'élève ne va pas bien. Mais c'est difficile parce que souvent, les élèves le cachent aux parents et aux adultes. Et surtout, je voudrais revenir sur ce que Et aussi aux professeurs ? Oui, bien sûr. Oui, parce que s'ils doivent en parler à quelqu'un, c'est pas au professeur. Ils en parlent d'abord au sein de la famille, s'il y a un grand frère. Pas aux parents, aux grands frères, grandes sœurs, cousins, cousines, ou ensuite ils vont en parler à un camarade.
Mais ils ne vont pas avoir, ils n'en parlent pas aux parents parce qu'ils ne veulent pas inquiéter les parents. Et ce que me disent les élèves, c'est qu'ils n'en parlent pas aux enseignants parce que souvent ils disent qu'ils ne comprennent pas la situation de harcèlement. Elle est complexe, c'est compliqué. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit quelque chose Céleste. Elle a dit « je n'en ai pas parlé ». Il y a ce phénomène aussi chez les nouvelles générations de ne pas être une victime. Si vous vous posez en victime, on vous condamne. Et ne pas oublier que être condamné dès l'école primaire, c'est être condamné au collège et au lycée. C'est ça le problème du phénomène de harcèlement, c'est que les victimes le sont jusqu'au lycée. C'est ça, Anna ? Oui, c'est ce que j'ai pu constater après les nombreux témoignages que j'ai recueillis. Il y a aussi il y a un mot qui revient souvent, c'est l'enfant populaire. C'est l'enfant populaire qui m'a... voilà, il y a une admiration envers un enfant populaire et en fait cet enfant populaire, c'est lui qui va me détruire. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent aussi dans les... Alors, c'est quoi l'enfant populaire ? Eh bien, c'est un enfant qui est un peu plus costaud que les autres, qui est le beau gosse, comme aux États-Unis, la belle gosse, on voit dans voilà. Et en fait, on a envie d'être comme lui, on a envie de faire partie de son groupe, mais en fait, on est sa victime. D'accord. Et c'est le leader, en fait, voilà, d'un groupe qui va harceler. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose par rapport au non-dit, justement, et ce que disait Céleste. C'est vrai que souvent, malheureusement, et ce n'est pas la faute des parents, je tiens quand même à le préciser, c'est mis sur le compte, ce mal-être est mis sur le compte de l'adolescence. On se dit, c'est sa période, c'est l'adolescence. Nous aussi, on a connu ça à l'époque. On a connu ça, j'ai été virulent, mes parents sont ringards. Donc c'est en ça que c'est vrai que c'est très difficile de déceler les signaux. Mathilde. Ouais, pour revenir au cyberharcèlement, c'est très important ce que vous soulignez. Est-ce que la seule solution pour les parents aujourd'hui, c'est de bannir les réseaux sociaux ? Vous parliez des enfants qui ont 6, 7, 8 ans. Moi, je trouve ça aberrant personnellement. Est-ce que la solution, c'est de stopper et même d'interdire les réseaux jusqu'à, je sais pas, 15, 16 ans ? Alors aujourd'hui, on a eu la crise où tout le monde a été connecté. Donc être connecté aujourd'hui, c'est tout le monde. Sinon, on ne peut pas suivre une scolarité. On peut faire aussi comme la Chine qui vient d'interdire. Ouais, mais on ne peut pas se passer d'Instagram ni de Facebook quand... Alors ça, c'est d'autre chose. Alors, voilà, ouais, effectivement, nous parlons des usages récréatifs. Voilà. Là, c'est différent. Ouais. On est bien d'accord, on parle des réseaux sociaux et des jeux en ligne. Ouais. Effectivement, on le sait, normalement, ils n'y ont pas accès avant 13 ans, mais on le sait bien que les plateformes, ce n'est absolument pas leur priorité de protéger les mineurs. Ce n'est pas leur priorité. Donc, ils laisseront toujours le champ ouvert à ce que des enfants puissent s'inscrire. Donc on a tout type d'enfants qui s'inscrivent et c'est compliqué pour les parents d'interdire quand vous avez une culture qui s'est établie entre les jeunes. C'est-à-dire quand vous allez dans les cours de récréation, vous observez qu'il y a la danse TikTok. Bien sûr. Parce qu'après, sinon, ils sont en marge, Mathilde. C'est ça le gros problème. Ah ouais, mais c'est très compliqué. Moi, je vous donne l'exemple de mon neveu. Moi, je sais que c'est ma sœur, ses parents lui interdisent effectivement de jouer de telle heure à telle heure. Et du coup, il n'a pas assez de temps pour jouer à tel jeu. Et du coup, pour avoir... je sais pas, les meilleures armes, les meilleurs trucs, les machins, tout ça. Et du coup, en cours, on lui dit oui, mais toi, t'es pas intéressant parce que t'as pas des armes assez puissantes. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et du coup, il est mis un petit peu, il a été mis, en tout cas pendant un moment, un petit peu au banc de sa classe. Il était un petit peu déclassé comme ça. On peut mettre la pression aujourd'hui sur les GAFAM, où c'est les politiques qui disent ça à tort et à travers, et concrètement, on peut rien faire. Les GAFAM, les Batex. Oui, bien sûr qu'on peut mettre la pression. Je pense que l'Europe a un rôle à jouer là-dessus. C'est à l'Europe de se saisir et de jouer sur des plateformes numériques éthiques, en tout cas en protection des mineurs. Parce que c'est vraiment ça le problème, c'est protéger les mineurs. Bien sûr qu'il y a un rôle à jouer, mais je le répète, la priorité des GAFAM et des BATX n'étant pas C'est le business, hein. Et voilà, D'accord. donc les données, les données, c'est l'économie, et on est maintenant sur le projet du métaverse, ils ne vont pas s'arrêter là. Et la plateforme Pharos, la plateforme française, effectivement, est-ce qu'elle peut aider ou est-ce qu'elle est tout simplement débordée ? Parce que je crois qu'ils font de l'excellent travail, mais ils sont quand même pas très nombreux. Elle est débordée. Elle est débordée quand vous en parlez aux élèves et quand vous leur dites même il faut signaler, vous devez bloquer. Alors voilà, il y a une méthode, bloquer, signaler, prévenir. Nous avons des générations d'enfants qui finissent par dire non mais ça sert à rien, c'est pas grave. On ne viendra pas nous aider et les adultes ne comprennent pas et la prise en charge possible n'est pas réelle. Enfin, en tout cas, ils ne la perçoivent pas. Céleste, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention ? De prévention, moi je pense qu'il faut en parler très tôt. Très tôt. Il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience tôt. Parce que ça commence très tôt, hélas.
Tu sais justement si dans certains établissements, et pourquoi pas le tien, il y a des protocoles pour faire remonter l'information? Par exemple, si tu vas voir ta directrice et que tu lui parles ouvertement, est-ce qu'elle peut faire remonter ça très rapidement aux autorités? Je sais pas. Moi, j'y croirais pas trop personnellement. C'est pas. Je me fierais pas à ça. D'instinct, non. Yasmine? Oui, non mais voilà, elle ne fait. Vous confirmez? Oui, je confirme que c'est le ressenti des élèves. Hein. Attention, hein, ce que vient de dire Céleste, c'est le ressenti des élèves. Bien sûr, les équipes pédagogiques sont formées, notamment la méthode PICAS. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que cette méthode. Alors, c'est quoi cette méthode? Dites-nous en plus. Non, allez-y. Je vous en prie. Oui, c'est de prendre le harcelé et le harceleur et de trouver une solution. Je résume. Hein. Oui. Je résume. Désamorcer l'effet de groupe. Hein. Voilà. Mais le problème, c'est que il faudrait former quand même les professionnels du champ de l'éducation et aussi de la santé aux cyberviolences. Parce qu'on ignore aujourd'hui, l'école ignore les impacts du numérique sur les jeunes. Et ces impacts, c'est quoi? Les impacts sont énormes. Tout à l'heure, vous avez parlé du populaire. Le populaire, c'est celui qui a beaucoup de likes sur son compte. Insta, Snap, etc. Tout se passe sur les réseaux. Enfin, beaucoup de choses se passent sur les réseaux. Et ça en fait un populaire, un non populaire. Vous avez posté la pas bonne photo, vous avez fait un commentaire qui n'est pas bon. Tout cela suffit pour être harcelé. Mais Mathilde, tout à l'heure, parlait notamment des parents. Mais les parents, ils ont intérêt à peut-être ne pas interdire, mais à suivre les différentes réputations sur les réseaux sociaux et d'essayer de maîtriser, si je puis dire, ce qui se passe? C'est compliqué aujourd'hui pour suivre. Vous voulez que les parents, alors il faudrait que, c'est ce que l'on conseille chez Net Respect, hein, notamment, c'est quand il joue avec une console de jeu, c'est de vous asseoir et de jouer avec lui. Parce que quand il est en réseau, vous ne savez pas avec qui il est. Il est connecté au monde. Donc il est potentiellement avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Ce n'est pas un problème. Ils peuvent faire des parties, bon, voilà, ils jouent. Mais il faut pouvoir accéder à la culture jeune, à ces codes. Donc il faudrait que les parents prennent les comptes TikTok, regardent. Moi, je suis pas sur TikTok, ça commence mal déjà, quoi. Il faut que je me mette sur TikTok. Voilà. Vous voyez. Et ensuite, faut que je me mette à la danse, quoi. Voilà. Et je vous rappelle que les écrans sont des écrans individuels en réalité. Bien sûr. Ce ne sont pas des écrans partagés. Mathilde. Oui, alors pour revenir toujours encore une fois au cyberharcèlement, c'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est qu'avant, à notre époque ou quoi, ça s'arrêtait aux portes de l'école, on rentrait chez nous, c'était terminé. Maintenant, c'est toute la journée, toute la soirée, la nuit. Il y a des enfants qui sont connectés à 2h du mat pour voir les commentaires négatifs. C'est terrible. C'est ça, en fait, c'est que ça dure tout le temps pendant les vacances, ça ne s'arrête plus aux portes de l'école. On va passer à l'info en plus. Alors, ma chère Mathilde, vous allez nous parler à présent de la Maison de Marion qui a été inaugurée le 18 novembre dernier, jour national justement de mobilisation contre le harcèlement scolaire. Dites-nous en plus. Alors, il s'agit d'un grand appartement situé dans le 13e arrondissement de Paris. C'est la seconde Maison de Marion à avoir ouvert ses portes. La première se trouve dans l'Essonne. Elle reçoit entre 25 et 30 enfants à la fois. Parmi eux, certains sont eux-mêmes des harceleurs et c'est là que c'est intéressant. C'est un établissement réservé donc à l'accompagnement des victimes de violences, de harcèlement à l'école. L'association qui s'appelle Marion la main tendue propose donc des ateliers d'écriture et d'expression pour les plus grands. Ce sont plutôt des ateliers de philosophie, des ateliers qui sont animés par une psychologue clinicienne donc qui est sur place et qui accompagne les enfants. Et quelle est l'histoire de cette association ? Eh bien, à l'origine de cette association créée donc par Nora Fraisse et son combat contre le harcèlement scolaire, car sa fille Marion, âgée de 13 ans, a mis fin à ses jours en 2013 parce qu'elle était justement victime de harcèlement scolaire. Anna Levin-Sederman, vous connaissez justement cette association ? Oui, je me suis rendue d'ailleurs à la Maison de Marion il y a 2 semaines de ça pour voir ce qui s'y passait. Et c'est vrai que cette femme, Nora Fraisse, mène un combat, comme elle le dit, avec le ventre arraché. Elle est bouleversante et en fait c'est une maison d'accueil, d'écoute, de prévention aussi. Ils font beaucoup de prévention dans les établissements scolaires. C'est vraiment voilà, une des référentes sur ce sujet-là, voilà, qui mène un combat quand même depuis 9 ans. Il y a la prévention, il y a aussi le volet judiciaire. La prévention, c'est d'après vous le volet sur lequel il faut insister ou pas forcément ? La prévention, oui. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Alors, comme on dit depuis le début, c'est très compliqué de faire de la prévention sur ce sujet-là. C'est de l'attention. Les harceleurs, on les retrouve ? En fait, je ne sais pas si on doit dire on les retrouve. Oui, de toute façon, un enfant, il va désigner
C'est comme Marion, la fille de Nora, elle avait désigné ses bourreaux dans une lettre. Donc oui, on sait qui sont les enfants harceleurs. Après, l'important, c'est de reconstruire tout ça. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les enfants... que vont devenir ces enfants, à la fois les victimes et les enfants harceleurs. La création d'un délit de harcèlement scolaire divise députés et sénateurs. On en parlait au début de l'émission. Les deux chambres ne sont donc pas parvenues à s'entendre sur la création d'un tel délit qui ne fait pas consensus non plus dans le monde associatif. Cette nouvelle infraction est-elle nécessaire d'après vous? C'est compliqué. C'est très compliqué. D'une part, par l'âge et aussi du fait qu'on parle quand même d'un monde d'enfants. Et ça, on a tendance à l'oublier. Les adultes. Ouais. Donc, en fait, on veut mettre des lois sur un monde d'enfants. Donc, alors, là, on n'arrête pas de dire que c'est très compliqué, mais on travaille. Voilà. L'important, c'est de travailler, c'est d'être en réflexion et en construction. Mais l'âge, voilà, on est complètement déconnecté. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle-là, pour moi, le collège, c'est hier. Dans ma tête, j'ai 31 ans aujourd'hui, mais moi j'ai l'impression d'être encore au collège, c'est hier. J'en ai 43, mais j'ai l'impression aussi. Non, mais c'est vrai, les années collège-lycée, j'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, quand je suis allée à la rencontre de ces jeunes, je me suis dit, oh là là, j'ai pris un coup de vieux. Ça n'a plus rien à voir. Voilà, vraiment, j'ai pris un coup de vieux. Donc en fait, on est dans des mondes qui sont complètement différents. Et pour, à mon avis, aller vers une loi qui soit correcte, il faut vraiment se plonger dans ce monde de l'enfance. Yasmine Buono. Oui, moi je regrette qu'effectivement on veut faire des lois pour répondre immédiatement, mais on ne va pas résoudre le problème en sanctionnant. Réaction, sanction, c'est pas possible. Action n'égale pas réaction. Et aujourd'hui, moi je milite pour qu'il y ait une éducation. Erwan Balanant, pardon de vous couper, disait qu'il y a l'auteur effectivement de ce texte, député Modem effectivement, qui a écrit ce texte. Il disait qu'il fallait absolument un signal pour faire comprendre que le harcèlement scolaire, justement, eh bien, c'était pas bien et qu'il fallait absolument marquer le coup. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, les élèves que je rencontre, moi, je mène des ateliers de savoir-être. Savoir-être en ligne, savoir-être pour désamorcer les situations de harcèlement. Je suis un peu appelée en dernier recours. D'accord. Voilà. Eh bien, la plupart des élèves, enfin, la majorité des élèves, donc, dans les groupes, alors moi, je mène par groupe, parce que c'est un problème de groupe. Donc, on peut résoudre ce problème de la situation de harcèlement en prenant le groupe entier, c'est-à-dire les harcelés, harceleurs et les témoins, afin de faire basculer du bon côté la situation. Eh bien, les élèves, quand il y a eu sanction, vous disent « ça n'a pas été juste ». L'élève harceleur vous dit que ça n'a pas été juste. Le groupe témoin, qui est quand même la majorité, vous disent « oui, ça n'a pas été juste, la sanction n'a pas été juste ». Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas d'abord à comprendre les impacts du numérique, ces nouveaux codes, ces cultures, etc. Tout à l'heure, vous parliez du populaire. Le populaire, je le répète, c'est aussi le populaire sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toute cette dimension qu'il faut prendre en compte. Sociaux. Oui. Donc, je regrette que on veuille faire une loi avant d'éduquer les nouvelles générations. Et effectivement, on parle d'enfants. Oui, et je pense que la prévention aussi, c'est vrai que moi, je me souviens de mes cours d'éducation civique. Voilà. Et les cours d'éducation civique, on était assis, on regardait un tableau. Je crois qu'il faut les sortir aussi, il faut les ouvrir à de la culture, il faut faire revenir de la culture dans les écoles. Peut-être des cours aussi dédiés au harcèlement ? En tout cas, ça doit être un pan, d'un cours. C'est l'objet d'un cours, ça c'est sûr, je pense. Au moins un cours, à mon avis, vu le fléau. On arrive à la fin. Je vais juste rebondir, parce qu'il y a eu les rapports mondiaux qui sont sortis sur les conseils donnés à tous les États pour se saisir du harcèlement et du cyberharcèlement, considéré comme un fléau mondial. Donc, on le sait aujourd'hui, il y a quand même 2 leviers d'action qui peuvent être mis en place par l'école, qui sont l'empathie et l'esprit critique. Donc il nous faut éduquer aujourd'hui, il faut que l'école se saisisse de ça dès l'école primaire, et il nous faut créer sûrement des ateliers, parce que c'est très bien, les ateliers, ils ont besoin de parler, en ayant les leviers d'action qui sont l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de chaque partie, et l'esprit critique pour pouvoir
axé sur un ajustement social des élèves. Et on arrive à la fin de cette émission. Je suis vraiment désolé de vous couper toutes les quatre, mesdames. On aura bien sûr l'occasion de refaire d'autres émissions sur le harcèlement scolaire. Merci beaucoup Yasmine Buono, consultante pédagogique chez Net Respect. Merci beaucoup Anna Levin-Sederman. Je rappelle votre future pièce. Oui. Donc regardez, on a sorti l'affiche sur les bancs. Ce sera le 28 mars prochain sur Bobino, présenté par Monsieur Dumontet quand même, Jean-Marc Dumontet. C'est dire si le travail doit être sérieux, à mon avis. Et un grand merci à Céleste Bouillon. Merci encore pour votre témoignage. Et on espère, pourquoi pas, que vous viendrez témoigner et parler de bien d'autres thématiques, bien évidemment, peut-être plus heureux sur le plateau de School TV Le Mag. Un grand merci aussi à Mathilde et un grand merci bien sûr à Aude Quignon Régie et à Laura Girard pour leur travail exceptionnel depuis le début de cette saison. Merci à vous, on se retrouve très vite.